De l'extérieur, Lonnie Williston semblait avoir tout pour elle. Le succès, l'argent, la célébrité et même l'amour, en la personne de Jeremy Jackson, cet ex-enfant star qui a fait rêver toute une génération de petites filles dont faisait partie Lonnie. Imaginez un peu, ton idole d'hier, c'est ton mec d'aujourd'hui. Bref, ne lui manquait plus qu'une seule chose, la santé mentale. J'ai lu, au hasard de mes lectures, cette phrase très juste. La chute déchirante de cette mannequin fitness populaire porte un regard édifiant sur le côté éphémère du succès et l'impact dévastateur des traumatismes non traités. C'est donc un rêve américain brisé que nous vous proposons de découvrir. Aujourd'hui, la triste histoire de Lonnie Williston. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Direction les États-Unis cette semaine et plus particulièrement la Californie. C'est de là qu'est originaire celle qui nous intéresse aujourd'hui, la belle Lonnie Williston. Elle est née le 21 mai 1983 à Emmett, en Californie. On ne sait pas grand-chose concernant son enfance, si ce n'est qu'elle s'est très tôt passionnée pour le sport. Passion qui ne la lâchera pas tout au long de son adolescence. Alors que les jeunes de son âge sortent, font la fête et profitent de leur jeunesse, pas Lonnie. Elle passe alors énormément de temps à la salle de sport à s'entraîner. Elle fait aussi très attention à son alimentation. Elle s'astreint à une rigueur d'athlète de haut niveau et la raison, c'est qu'elle nourrit le rêve de devenir un jour mannequin fitness. Et c'est dès l'âge de 18 ans qu'elle se lance. En parallèle, elle fait aussi beaucoup de concours fitness où elle s'illustre. Son profil plaît, c'est la californienne typique. Elle a un joli visage, une belle et longue chevelure dorée, une magnifique silhouette athlétique. Début 2000, elle enchaîne les photoshoots et elle se fait assez vite un nom dans le milieu du fitness. Alors d'abord en Californie, là où elle réside, puis quelques années plus tard et à force de travail, c'est à l'échelle nationale qu'elle s'illustre lorsqu'elle apparaît en couverture des plus grands magazines de fitness tels que Glamfit, Flavor et j'en passe. Âgée d'une petite vingtaine d'années, elle a déjà réussi son pari en devenant l'une des mannequins fitness les plus en vue. Mais Lonnie sait qu'une longue route l'attend encore. Il y a un autre rêve qu'elle nourrit, et ce depuis sa plus tendre enfance, c'est celui de devenir actrice. Et elle est déterminée à y parvenir. Elle va mettre toute sa rigueur à profit et enchaîner les castings. Du matin jusqu'au soir, elle court aux quatre coins de la ville pour auditionner et le tout en continuant le mannequinat. Ne lui reste donc plus qu'à étoffer son carnet d'adresses. À Hollywood, le talent c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Il faut avoir des contacts et un aspirant acteur doit impérativement en avoir dans le milieu. C'est une industrie qui fonctionne énormément par le bouche à oreille. Il faut gérer son image et se faire voir aussi. Ça fait partie intégrante du job d'acteur et c'est loin d'être une mince affaire. Ça demande un talent bien particulier. Mais Lonnie, c'est qu'elle part avec une longueur d'avance puisqu'elle a la chance d'avoir déjà un pied dans le show business grâce à sa carrière de mannequin. Et ses efforts finiront petit à petit par payer. La voilà qui apparaît dans divers rôles mineurs à la télévision. Alors c'est pas Byzance, mais c'est suffisant pour qu'elle commence à jouir d'une petite notoriété dans le milieu du divertissement californien. Son visage est toujours plus familier et c'est en 2005 que sa détermination finit par porter ses fruits lorsqu'elle décroche un rôle au cinéma, s'il vous plaît, dans le thriller Expose. Elle a alors 23 ans, c'est un petit rôle, mais c'est au cinéma. C'est un pas de géant dans sa carrière. Elle semble alors vivre son doux rêve hollywoodien. À ce moment, elle gagne très bien sa vie. Sa fortune est estimée à 1,4 million de dollars. Son nom devient une marque à part entière et bientôt, c'est l'amour qui frappe à sa porte. Nous sommes alors en 2012 et c'est en la personne de Jeremy Jackson. Les deux s'étaient déjà croisés quelques fois dans le milieu du fitness, Jeremy étant lui-même un passionné de fitness, mais ce n'est seulement qu'en 2012 que les deux commenceront à se fréquenter. Lonnie a 29 ans et Jeremy 31. C'est très vite l'amour fou. Les deux ne se lâchent plus. Jeremy, c'est un peu l'homme idéal aux yeux de Lonnie. Il est bel homme, passionné de sport comme elle, galant, attentionné et célèbre aussi. Et oui, ce n'est pas n'importe qui, il a quand même joué le rôle du fils de Mitch Buchanan, Obi, dans la série Alerte à Malibu, la même qui a révélé le phénomène Pamela Anderson et qui a d'ailleurs connu un succès mondial. Jeremy était donc ce qu'on appelle un enfant star. Il avait commencé à jouer dans la série à l'âge de 8 ans et c'est l'Amérique tout entière qui l'avait vu grandir et toutes les petites filles étaient amoureuses de lui, y compris Lonnie. Alors imaginez, sûrement que quand elle l'a rencontré, elle n'a vu que ses côtés positifs, elle a même dû se dire jackpot, c'est l'homme de ma vie. Sauf que c'est en réalité une bien mauvaise pioche qu'elle a faite tant il a mal tourné. Et pour que vous vous fassiez une idée, voici rapidement son histoire. C'est à peine sorti de l'enfance alors qu'il incarne encore Obi, qu'il tombe dans la drogue. C'est en 1999, à l'âge de 18 ans,
qu'il quitte la série, ou plutôt qu'il est invité à quitter la série, à cause, vous l'aurez compris, de son comportement ingérable. Il est alors sérieusement accro à la méthamphétamine et il a déjà passé 4 séjours en cure de désintoxication. Et c'est l'année suivante, à seulement 19 ans, qu'il est arrêté par des policiers sous couverture en possession de 2 sacs de sport contenant des produits utilisés dans la préparation de méthamphétamine. Pour ça, il écope de 90 jours de prison ferme, suivi d'une obligation de soins, raison pour laquelle, après avoir purgé sa peine de prison, il est retourné en cure de désintoxication, donc la 5e. Dès lors, Jérémy n'apparaît plus que dans les rubriques de faits divers des magazines People. Puis en 2008, il défraye à nouveau la chronique lorsqu'une vidéo olé olé et privée de lui en compagnie de l'actrice olé olé Sky Lopez fuite. D'abord échangée en douce, les deux décideront de finalement la commercialiser, comme l'a fait la mère Jenner pour la vidéo olé olé de sa fille, Kim Kardashian. Vidéo qui a fuité au début et qui était donc échangée sous le manteau, mais que la manager Kris Jenner a finalement contribué à la faire se répandre, puis à la faire commercialiser. Elle avait flairé, disons, l'opportunité marketing. Et vu le spécimen qui est Jérémy, cette histoire de vidéo intime, eh bien beaucoup pensent que c'était peut-être là une tentative désespérée de faire parler de lui. Faut bien comprendre que c'est vraiment le genre de personne capable de raconter et de faire à peu près tout n'importe quoi, pourvu que ça fasse un peu parler de lui. Soyons réalistes, il n'a plus fait grand-chose depuis Alerte à Malibu. S'il a la chance de continuer d'apparaître ici et là à l'écran, de ne pas être tombé dans l'anonymat le plus complet, c'est parce qu'il peut encore surfer sur sa fame d'antan, de quand il était enfant star. Il réussira néanmoins à se faire un nom dans le milieu du fitness. Il est passionné de fitness et c'est dans ce contexte, alors qu'il a 31 ans et qu'il traîne sa carcasse, de soirée showbiz en soirée showbiz, qu'il se rapproche de Lonnie. Mais à ce moment, il est alcoolique et accro à diverses substances telles que la farine, ce qui n'est pas le cas de Lonnie, qui jusqu'à présent est restée focus sur sa carrière. Elle essaye toujours tant bien que mal de se faire une place dans l'industrie du cinéma, mais elle a beau avoir 29 ans, elle n'en reste pas moins naïve, impressionnable. Donc elle va se laisser influencer par celui qu'elle a vu toute son enfance par écran interposé. Alors forcément pour elle, cette rencontre, c'est un peu comme un cadeau du ciel, ça, plus le fait que sa carrière est en plein essor. D'ailleurs, les deux ne tardent pas à emménager ensemble dans une magnifique maison sur les collines de Los Angeles. Ils adoptent aussi un beau chien blanc et le couple va, il est vrai, attirer l'attention des médias. Il devient une référence même dans le milieu du fitness. C'est un peu Barbie et Ken à la sauce californienne. Ils sont régulièrement paparazzés en train de faire du sport ou juste en train de se balader dans la rue. Ils font l'objet de reportages, on vient les filmer jusque chez eux et toute cette attention médiatique, il est vrai, arrange bien les affaires du couple. Lonnie décroche toujours plus de magazines. Bientôt, elle apparaît en couverture de la Bible du fitness, Iron Magazine, en compagnie de Jérémy. Là, c'est véritablement la consécration. Et c'est toujours en 2012, l'année même de leur rencontre, qu'ils se marient. La cérémonie a lieu dans un magnifique complexe hôtelier situé en bord de mer à Laguna Beach. C'est entouré de leurs proches, sur la plage, les pieds dans le sable, tout de blanc vêtus et accompagnés de leur magnifique chien blanc, qu'ils se sont dit oui. Le couple est alors à son prime. Que demander de plus? Mais si de l'extérieur, Lonnie a l'air d'avoir tout pour elle, si elle pense qu'elle est en train de vivre un rêve éveillé, elle se trompe lourdement. Elle ignore encore qu'elle est sur le point d'amorcer une longue et douloureuse descente aux enfers. Et c'est au contact de Jérémy qu'elle va se perdre. Et vous connaissez comment ça se passe, les relations. Au début, tout est beau, tout est rose. C'est la fameuse période de lune de miel. Et ce n'est qu'après qu'on commence à voir clair et à capter les red flags. Au début, donc, c'est cool. C'est même enivrant pour Lonnie, mais assez rapidement. Et à force de fréquenter toujours plus de soirées en suivant Jérémy ici et là, elle finit par tomber dans l'alcool, mais pas que. La voilà qui tombe dans la farine aussi. Et Jérémy, il est vrai, a toujours plus de substances à lui tendre, quelle qu'elle soit. Et elle qui avait, avant de le rencontrer, la tête sur les épaules, qui était focus sur sa carrière, désormais, elle se perd dans le monde de la nuit et des paradis artificiels. Et ce qui est triste, c'est qu'avant de rencontrer Jérémy, elle s'en fichait un peu des soirées hollywoodiennes, Lonnie. Elle y allait pour se faire des contacts, mais le plus gros du travail, c'était pas ça pour elle. Le plus gros du travail, c'était de travailler, quoi. Mais pas pour Jérémy. Jérémy, il voit pas les choses comme ça. Ça fait depuis belle lurette qu'il s'est perdu dans le monde de la nuit. Sous prétexte de travailler, il enchaîne les soirées et il va tout simplement emporter Lonnie avec lui dans sa chute. Et vous connaissez Hollywood, c'est un milieu ultra compétitif. Encore une fois, imaginez le degré d'excellence et de rigueur de Lonnie pour pouvoir garder une ligne aussi impeccablement sculptée. Et pour obtenir un tel résultat, le sport ne suffit pas. Ça demande une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Rappelons que c'est un mannequin fitness et non classique. Et elle est pas blindée de stéroïdes comme Jérémy, qui en consomme en quantité astronomique. La nouvelle hygiène de vie de Lonnie est déplorable. Alors, elle va tenter, au début, malgré tout, de garder sa ligne, mais elle déserte toujours un peu plus la salle de sport, elle
saute des entraînements. La conséquence, c'est qu'elle perd en fermeté, en tonus. Alors au début, c'est pas grand-chose, surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien au fitness ou au culturisme. Mais pour ceux qui s'y connaissent, ça saute aux yeux. Le moindre micromilligramme de gras, eux, ils le voient. Donc Loni, elle est quasiment inemployable dans ces conditions. Et elle a la trentaine. Or, à Hollywood, avoir la trentaine pour une femme, et qui plus est d'ailleurs dans le mannequinat, c'est déjà le début de la fin. T'es censée être en fin de carrière. Et si Loni marche encore malgré tout ça, c'est parce qu'elle se fait un petit nom déjà par elle-même, et parce que son couple avec Jérémy a la cote. Ils travaillent énormément en binôme, donc ça passe encore. Ils sont souvent amenés à être ensemble, ils sont inséparables. Et puis un soir, au détour d'une énième soirée arrosée, Jérémy décide de renouer avec ses vieux démons, à savoir la redoutable méthamphétamine. Et il fait essayer à Loni. Grave erreur. Au début, elle pense que c'est juste une fois, puis elle est quelques fois de temps en temps, mais elle gère. Et c'est bien là tout le problème de la meth. L'addiction n'est pas immédiate, mais progressive. La dépendance à la meth, elle est sournoise, parce que c'est un processus qui est lent et invisible. Au début, le malade ne réalise pas qu'il perd peu à peu le contrôle sur sa vie, et ce n'est que plus tard, quand c'est trop tard, qu'il réalisera à quel point c'est une substance addictive et destructrice. Et ce sera le cas de Loni. Pas tout de suite, non. Elle n'en consomme que très occasionnellement. Ça n'a aucun impact sur sa vie pendant un moment, tant elle n'en consomme que rarement. Mais le drame, le vrai drame, c'est que Jérémy lui ait fait essayer, qu'il lui ait mis le pied à l'étrier, qu'il l'ait initié, et les conséquences seront désastreuses. Pas pour le moment. Pour le moment, c'est pas la meth qui pose problème, c'est surtout l'alcool que Loni consomme et d'autres substances lors de ses soirées, puis à l'apéro avec Jérémy. Jérémy qui est alcoolique, donc je vous laisse imaginer la cadence des apéros. Donc c'est l'alcool le problème, puisque Loni devient alcoolique. Et ce serait aussi une erreur que de jeter toute la responsabilité sur Jérémy. Loni admettra elle-même plus tard qu'à cette époque, elle se sentait complètement perdue et que si elle a été autant attirée par l'alcool et la drogue, c'est parce qu'elle y avait trouvé une solution pour échapper à ses malheurs. Elle a dit « pour échapper à mes émotions négatives ». Après qu'elle ait traversé des périodes difficiles dans sa vie, elle a dit que c'était des difficultés marquées par des problèmes et des pressions d'ordre personnel, ainsi que des difficultés d'ordre professionnel. C'est une fuite en avant pour Loni. Bientôt, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle délaisse toujours plus son apparence, qui est pourtant son gagne-pain, et finit l'image du couple glamour, l'image de la femme glamour. Bientôt, elle se traîne la même réputation que Jérémy, à savoir une réputation de toxico et d'alcoolo. Résultat, les contrats deviennent toujours plus rares, et quand Loni a la chance d'en décrocher, lorsqu'elle se pointe, si elle daigne se déplacer, ça va pas du tout. Son corps a changé, elle a le regard vitreux, elle sent la vie nasse et elle paraît malade. Or, son job, le job d'une influenceuse fitness, c'est justement de paraître en pleine santé. Donc la conséquence, c'est qu'elle se retrouve régulièrement en chômage technique et pour pouvoir continuer de maintenir son train de vie et de payer ses diverses substances, elle commence à piocher dans ses économies. Et côté cœur, rien ne va plus. De toute façon, rien ne pouvait aller dans ces conditions. Les disputes se multipliaient depuis un long moment déjà. Et Loni finit par se rendre compte à quel point Jérémy est violent. Parce que, outre ses addictions, et comme je vous le disais, il use et abuse de stéroïdes. Or, pris à haute dose, ils ont un impact direct sur la psyché. Au minimum, ça rend très nerveux, pour ne pas dire violent, et au max, ça peut finir en quick, parce que ça rend barjot. Ce qui explique sans doute pourquoi Jérémy était en permanence impliqué dans des bagarres. Et un jour, c'est sur Loni qu'il a levé la main. C'est à ce moment que la pauvre découvre que l'homme de ses rêves est un cogneur. Et il est quand même assez impressionnant, Jérémy. C'est quand même une montagne de muscles. Alors imaginez à quoi il doit ressembler lorsqu'il est énervé. Il doit se transformer en Hulk. En tout cas, Loni dira que c'était quelqu'un de terrifiant, littéralement terrifiant, quand il se mettait en colère. Et elle ne s'épanchera jamais vraiment sur son quotidien avec lui. C'est quelqu'un de très discret, Loni. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle restera profondément marquée jusqu'à en garder des stigmates qui influenceront le reste de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer l'impact des violences conjugales sur la psyché de la victime. Et Jérémy est si violent que Loni en est réduite à appeler la police tous les 4 matins. Alors à force d'intervenir, les agents l'encouragent à porter plainte contre Jérémy pour qu'il puisse véritablement faire quelque chose, mais elle refusera toujours par peur, selon elle, et puis elle ne voulait pas faire de vagues, alors elle s'est tue. Ce qui est fréquent, d'ailleurs, chez les victimes de violences conjugales. Et c'est après seulement 2 ans d'amour que Loni finira par demander le divorce. Tout a basculé un soir d'août 2014. Alors qu'ils sont sur le point de se coucher après une soirée arrosée, une dispute éclate et elle est particulièrement intense. Jérémy est hors de lui, il se met à jeter des objets partout dans la chambre, il fracasse la télé à coups de bouteille de bière avant de finalement se jeter sur Loni, qui est alors au lit. Il la rue de coups, lui cassant ainsi 2 côtes avant de tenter de l'étrangler.
Et Lonnie qualifiera cette attaque de terrifiante. Par chance, elle réussit à se libérer et a appelé la police. Mais à l'arrivée de la police, et encore une fois, elle décide de ne pas porter plainte. Elle a dit, je cite, « Je ne l'ai pas signalé parce que j'avais peur. J'étais dans un état émotionnel difficile et je ne voulais pas qu'il aille en prison non plus. » Mais même si elle ne porte pas plainte, Lonnie plie bagage et demande le divorce. Et après ça, elle disparaît de la scène médiatique. Elle ne réapparaîtra plus nulle part, ni à la télé, ni sur papier glacé. Et au début, la raison, c'est qu'elle est blessée au visage et au cou. Elle est visiblement blessée. Et son métier reposant sur l'image, impossible de continuer ses activités. Elle dira qu'il lui a fallu 2 mois pour se rétablir de ses blessures. Donc, concrètement, à ce stade, sa carrière est en pause. Et il n'est jamais bon de s'absenter trop longtemps à Hollywood. C'est très risqué. Tu peux vite tomber dans l'oubli. C'est parfois difficile, voire impossible, de revenir, surtout quand la personne est psychologiquement fragilisée, comme Lonnie. À ce stade, elle est même dépressive. Les violences conjugales qu'elle a subies pendant 2 ans ont laissé des séquelles émotionnelles. Elle n'a plus aucune confiance en elle. C'est tout autant de facteurs qui vont rendre compliqué son retour dans la profession. Il est vrai qu'à ce moment, Lonnie n'a pas la tête à penser à sa carrière. Elle décide, pour se reconstruire, de rester à l'abri des regards, de s'éloigner un peu. Ce qu'elle veut là, pour l'instant, c'est passer à autre chose. Et puis, après quelques mois, elle va tout simplement l'abandonner, sa carrière. De tirer un trait sur Hollywood, elle aspire désormais à une vie normale, loin des strass et des paillettes. Et par chance, et malgré les circonstances, donc son état de santé, elle trouve rapidement du travail comme assistante médicale dans une clinique de chirurgie esthétique à Los Angeles. Nous sommes alors fin 2014, début 2015. Et ça tombe bien, puisque de l'argent, elle en a besoin. Oui, elle en a gagné énormément, mais oui, elle a déjà quasiment tout dilapidé ces 2 dernières années passées avec Jérémy. Elle n'est même plus propriétaire, elle est désormais locataire. Et puis sa santé périclite toujours plus. En fait, tout a commencé au sortir de sa relation avec Jérémy. Ça a été au début une intense dépression, mais voilà qu'elle commence à présenter d'autres problèmes de santé mentale. Et elle s'est très peu exprimée sur cette période post-divorce, mais elle a quand même confié qu'elle se sentait perdue. Elle a parlé d'un état de grande confusion. Elle a aussi parlé de paranoïa et d'angoisse. Et rétrospectivement, on pense que ce sont ces troubles non soignés qui ont contribué à isoler Lonnie du monde professionnel, puis du monde tout court. Parce que l'année qui suit son divorce, elle sort très peu. Elle fréquente de moins en moins ses amis, dont elle s'éloigne doucement mais sûrement. Elle se réfugie dans l'alcool, dans la drogue. Concernant Jérémy, lui, sa carrière d'acteur se résume essentiellement à son rôle dans Alerte à Malibu, et comme il n'intéresse plus personne dans le milieu de l'acting, eh bien il accepte de participer à une télé-réalité d'enfermement type Secret Story, mais qui a la particularité de ne réunir comme candidat que des stars. Enfin, star est un bien grand mot. C'est un peu comme la ferme célébrité, c'est plutôt des has-been. Faut être en perte de vitesse ou désespéré pour accepter de participer à des programmes d'enfermement quand on a déjà une carrière, surtout quand on est acteur. Mais Jérémy, lui, n'a rien à perdre, il était déjà grillé avant. Donc pour cet affamé de lumière, ce programme est en réalité une aubaine. Il espère même redorer son image. Le voilà donc qui intègre courant 2015, soit quelques mois après son divorce, la célèbre émission Big Brother Celebrity, diffusée sur Channel 5. Mais alors que le programme est en cours de diffusion, un scandale éclate et il implique, je vous le donne en mille, Jérémy. Alors un peu de contexte s'impose. Si ici en France, l'alcool est quasiment inexistant en télé-réalité, quand il y en a, c'est souvent une bouteille pour 12, pour éviter les incidents, pour éviter que des situations ne dégénèrent sous les effets de l'alcool. Et après un incident ayant impliqué une mineure à la Star Academy qui était tombée dans un coma éthylique, eh bien les productions ont décidé de couper les vannes. Et avec l'arrivée du CSA, l'alcool a quasiment disparu dans ce type de programme, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Là-bas, l'alcool coule à flot. C'est même un outil de manipulation savamment utilisé par les productions pour manipuler les candidats, pour les emmener à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait. En temps normal, les réactions sont souvent décuplées sous l'effet de l'alcool. Donc avec Brother Celebrity, de l'alcool, il y en a. Or, lorsqu'il intègre le programme, Jérémy est toujours aux prises avec ses problèmes d'alcool. Résultat, un soir, il boit plus que de raison. Se sentant mal, il se rend aux toilettes. La scène n'échappe pas à l'une des candidates, la mannequin Chloé Goodman. Elle aussi est ivre comme un trou, mais en voyant l'état de Jérémy, elle s'inquiète. Elle se dit qu'il a sûrement besoin d'elle, alors elle le suit. Et les toilettes, c'est le seul espace qui n'est pas équipé de caméra. Et alors que Chloé essaye simplement d'aider Jérémy, en lui essuyant le front, en lui tapant l'épaule, que sais-je encore, Jérémy en profite pour lui ploter les nibards. Et ça s'est passé si vite et de manière si inattendue que Chloé n'a pas eu le temps de réagir avant qu'il ne la touche, mais s'est choquée et en larmes. Elle a fui les toilettes et la salle de bain. Alors forcément, c'est en larmes qu'elle est tombée dans les bras des autres candidats. Et Jérémy, quand il est sorti des toilettes, il s'est rendu compte que, oups, la boulette. Mais il paraissait quand même surpris, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, Chloé? Comment ça, Chloé, on n'a pas le droit de te toucher les nibards? Bref, concernant la suite, je vais directement vous lire l'extrait d'un article. Je cite.
Après être sorti de la salle de bain en se sentant mieux, Jérémy a semblé surpris du tumulte qu'il avait provoqué, expliquant à ses colocataires « Elle était en peignoir, je suis ivre, je croyais qu'elle portait un maillot de bain en dessous. Je n'ai pas touché son corps, j'ai fait une erreur. Mais je pensais pas qu'elle était nue en dessous. J'ai juste été trop curieux. » Cependant, la gravité de l'incident l'a rapidement rattrapé lorsque Big Brother lui a ordonné de rester dans la salle de bain principale de la maison jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'il a été autorisé à aller en salle d'interview, il a tenté d'expliquer ce qui s'était passé en disant « J'ai mélangé du rhum et de la vodka et ça n'a pas convenu à mon système. Chloé a insisté pour rentrer et m'aider. » Il a ensuite blâmé une combinaison d'innocence et de curiosité en disant, je cite, « J'ai été assez stupide, audacieux et naïf pour soulever sa robe de chambre alors qu'elle me demandait si j'allais bien. Mais ça m'a semblé être du flirt. » Et plus tard, devenant émotif, il a ajouté « J'ai fait une erreur et maintenant je suis dans la mouise à cause de ça. Je suis trop blessé émotionnellement pour pouvoir correctement évaluer les relations. Savoir si c'est du flirt ou non, ou savoir si je peux ou non faire des avances à une femme. Mais je connais mon cœur, je connais mes intentions. Et j'ai beau l'expliquer, je constate que ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, ça fait qu'empirer les choses. » Il a ensuite été décidé que l'ancienne enfant star Jérémy ne serait pas autorisée à dormir dans la même chambre que ses colocataires. C'est donc seul qu'il a passé la nuit dans une chambre privée avant d'apprendre son sort le lendemain matin, lorsqu'on lui a demandé dans la salle d'interview s'il avait quelque chose à dire sur son comportement totalement inacceptable. Jérémy a répondu « À part m'excuser et insister sur le fait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un geste agressif, non, je n'ai rien à dire. J'en assume toutes les conséquences. » Big Brother lui a alors dit « En raison de tes actes, Big Brother n'a d'autre choix que de t'expulser de la maison, lui ordonnant de sortir par une porte latérale tandis que le générique de fin défilait sur son siège vide. » Voilà, fin de citation. Et c'est important de bien saisir le rayonnement qu'a eu cette affaire. Elle n'a pas été que relayée par la presse à scandale. Elle a aussi attiré l'attention de médias plus classiques. Jérémy est alors conspué, il est traité de ce qu'il est, à savoir un agresseur de femmes. Et c'est pour en savoir plus sur lui, sur sa dangerosité, que des journalistes ont l'idée d'aller interroger son ex-femme, à savoir Loni. À ce moment, lorsque l'affaire éclate, Loni vient tout juste de perdre son emploi. Nous sommes un peu moins d'un an après son recrutement. C'est selon elle sa dépression qui l'a laissée dans l'incapacité de travailler. Elle a dit que son état de santé était devenu tout simplement incompatible avec toute activité professionnelle. Donc elle n'est pas au mieux de sa forme lorsqu'elle est prise d'assaut comme ça par les journalistes. Et elle, qui a toujours été très discrète sur sa vie personnelle et sur ce que Jérémy lui a fait vivre durant son mariage, eh bien elle décide cette fois de parler. Et voici ce qu'elle a déclaré. Quelque chose comme ça devait arriver. C'est irresponsable de la part des producteurs de l'avoir laissé participer à l'émission et de lui avoir donné de l'alcool avec ses antécédents de dépendance. Chloé devrait le dénoncer à la police pour son bien. Je ne suis pas surprise que cela soit arrivé, mais au moins maintenant tout le monde voit ce que j'ai dû endurer. Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Elle révèle aussi que Jérémy lui avait un jour avoué être accro au sexe. Et donc pour elle, ceci explique en partie cela. Et imaginez, Jérémy, il était dans un état de nerfs permanent à cause des stéroïdes et de son mode de vie. Et en plus de ça, il fallait que tous les 4 matins, il ait des rapports. On ne peut que plaindre les femmes qui vivent avec ce genre de personnes. C'est pas anecdotique que d'être accro aux choses de la vie. Bref, Jérémy de son côté, il va pas se laisser faire. Il contre-attaque, il nie toutes ces accusations. Il dit n'avoir jamais au grand jamais levé la main sur Loni. Il ira même jusqu'à déclarer que ce fameux soir d'août 2014, donc le soir de la dispute qui a provoqué le divorce, c'est elle qui l'a piégé. Selon lui, elle se serait mise à hurler toute seule pour pouvoir faussement l'accuser derrière. Et comme Loni n'a jamais porté plainte, ce qu'il dira en gros, c'est il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de photo de blessure, il n'y a rien, donc je suis innocent. Et en définitive, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, mais Jérémy va quand même aller beaucoup plus loin. Il ne va pas hésiter, pour se venger, à traîner Loni dans la boue en déclarant, je cite, « J'ai rencontré Loni à 21 ans, elle en avait 19. Loni était alors une star de film Olé Olé. C'était une jeune fille de 19 ans exploitée dans des vidéos pour de l'argent. » Fin de citation. Mais bon, on pense que c'est faux. Déjà, il n'y a aucune trace d'une quelconque relation entre les deux avant leur trentaine. Moi, j'ai regardé toutes les photos disponibles sur Internet, j'en ai trouvé aucune des deux début vingtaine. Et aussi, il n'existe aucune preuve ou source fiable d'une quelconque activité de Loni dans l'industrie olé olé. Or, si c'était une star dans ce domaine, comme l'affirme si bien Jérémy, on aurait forcément trouvé des traces. Ne serait-ce qu'une photo suggestive, mais rien. Donc, il y a fort à parier que tout ça est né de l'imagination un peu trop fertile de Jérémy et que ce sont là des mensonges, peut-être des extrapolations liées à l'apparence de Loni ou à son ancienne activité de mannequin. Elle fait des photos en bikini, les gens font bien croire qu'elle faisait avant des films olé olé.
Et comme finalement n'importe quelle actu, l'affaire Big Brother finit par se tasser. Elle est d'abord reléguée au second plan avant de complètement disparaître. Et pendant ce temps, Loni est en grande souffrance. Elle disparaît plus que jamais et toujours aussi volontairement de la scène médiatique. C'est désormais l'alcool et la drogue qui régissent son quotidien. Elle déclarera plus tard: « Après avoir quitté mon poste d'assistante en chirurgie esthétique et à cause de ma santé, je ne pouvais plus travailler ni décrocher de contrat de mannequin. » Et c'est à ce moment qu'elle va tout perdre. N'arrivant plus à payer son loyer, elle est expulsée. Et c'est dans un premier temps dans sa voiture qu'elle trouvera refuge. Mais avant de passer à la suite, on va s'arrêter 2 secondes sur cette année qu'elle a passée dans cet appartement, juste après son divorce, puisqu'elle affirmera 2 ans plus tard y avoir vécu des choses, ma foi, particulières. Dans une interview de 2018, elle a affirmé avoir été électrocutée dans son ancien appartement. Elle a aussi déclaré qu'elle pensait que son corps était tellement chargé d'électricité qu'elle représentait un danger pour autrui. Elle a dit, je cite: « J'étais torturée chez moi dans mon appartement, je vivais seule, mais j'étais électrocutée, c'était vraiment horrible. Plus tard, j'ai découvert une marque rouge sur ma nuque et je pense que c'est comme ça que l'électricité parvenait à ma tête. J'ai bien essayé d'en parler à des amis, mais c'était difficile de leur faire comprendre ce dont je parlais. Alors j'ai simplement arrêté de leur en parler. » Mais ce n'est pas tout. Loni a également affirmé avoir vu Jérémy debout devant son appartement pendant qu'elle était torturée. Alors par qui, comment, on ne sait pas. Elle a aussi déclaré que sa mission à cette époque impliquait qu'elle démolisse les bâtiments dans lesquels elle dormait et que la seule chose qui pouvait l'en empêcher, c'était de prendre de la drogue. Et rétrospectivement, on pense, on ne peut rien affirmer, que cette croyance qu'on l'électrocutait dans cet appartement était due à ces troubles mentaux non traités, que c'était là des sortes de délires, des délires terrifiants certes, mais des délires quand même alimentés par sa paranoïa, par une autre maladie du genre, laquelle on ne sait pas, puisque Loni ne consultera jamais aucun spécialiste, ce qui a contribué à accentuer sa méfiance vis-à-vis des autres, mais pas que, vis-à-vis des institutions aussi, et qui plus est des institutions susceptibles de l'aider. Et Loni va survivre dans sa voiture une poignée de mois. À ce stade, elle est alcoolique et elle souffre de diverses addictions. Nous sommes alors début 2016, et malheureusement, comme elle est endettée jusqu'au cou, sa voiture finit par être saisie, et on pense que c'est à ce moment, véritablement, qu'elle a commencé à consommer de la méthamphétamine. Avant, c'était d'autres drogues, mais pas la meth. Elle avait essayé avec Jérémy, certes, mais elle en avait jamais consommé régulièrement. Ce n'est qu'une fois à la rue qu'elle se lancera à corps perdu dedans. Et ça arrive malheureusement souvent aux États-Unis que des personnes qui se retrouvent SDF tombent peu après dans l'enfer de la méthamphétamine. C'est l'un des paradis artificiels ultimes. Ça va permettre à ces personnes d'oublier l'espace d'un instant dans quelle misère elles sont, mais lorsqu'ils se réveillent de leur trip, ils sont dans une misère plus noire encore. Résultat, les troubles mentaux de Loni s'intensifient, son état mental et physique se dégrade à vue d'œil, et plutôt que d'accepter l'aide des rares personnes de son entourage à encore s'inquiéter de son sort, elle décide de complètement couper les ponts avec eux, amis comme famille, affirmant vouloir, je cite, se débrouiller seule. I have a quick question. Yeah. Have you asked for help in the city? Have the city offered you help? There's nothing that anybody can offer me. There's no help that anybody can offer me. You're happy the way you are? Not necessarily. I mean, yes and no. There's like good parts and there's bad parts. But whatever. Elle a expliqué qu'elle préférait rester seule, même dans la rue, plutôt que d'entrer dans un système médical ou social, qu'elle percevait alors comme hostile. Au contact de la rue, c'est finalement toute envie de se réinsérer socialement qu'elle perd. Elle passe alors ses journées à traîner son chariot dans les rues de Los Angeles, chariot qui contient l'intégralité de ses affaires. Bientôt, la pauvre commence à perdre ses dents à cause de la meth. Et donc voici la dureté de ses conditions de vie, qui ne sont ni plus ni moins que celles de n'importe quelle femme SDF, finalement. Loni a expliqué que dans la rue, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Elle a dit « C'est comme ça, je me fais tout le temps voler mes affaires. On me vole mes affaires. » Fin de citation. Et pour survivre en tant que femme et éviter qu'on ne la harcèle ou pire, qu'on ne la vée, eh bien c'est aussitôt qu'elle a fini à la rue qu'elle a décidé d'arrêter de se laver. Elle ne se lavera pas pendant toute une année. Elle a dit « En gros, je me salis le plus possible pour ne pas être agressée. Plus je suis sale, mieux c'est. Et je sens mauvais aussi. Si je fais ces 2 choses, ça me semble fonctionner. Je me coupe aussi les cheveux pour avoir une apparence différente. Je les coupe moi-même. Mais j'ai déjà été agressée. Et ça va probablement réarriver. » Fin de citation. Alors elle n'en dira pas plus, en tout cas sans ressources, c'est dans les poubelles qu'elle se nourrit, elle fait la manche aussi, elle se shoot sur des bouts de trottoir, parfois seule, parfois accompagnée, et c'est 2 ans qu'elle va ainsi passer, donc à ce moment, jusqu'en 2018, elle a encore la chance de vivre sa misère à l'abri des regards, puisque le public ne sait rien de sa douloureuse dégringolade. Donc, il n'empêche qu'elle est tranquille. La dernière fois qu'elle est apparue dans les médias, c'était concernant l'affaire Big Brother. Depuis, plus de son, plus d'image. Mais preuve qu'elle n'est pas pour autant totalement tombée dans l'oubli, puisque elle sera reconnue à l'occasion par des passants. Certains la prennent en photo et des photos d'elle commencent à circuler sur la toile jusqu'à ce qu'elle n'attire l'attention des tabloïds. Et c'est donc courant 2018 que sont publiées les
toute première photo d'elle dans la presse, avec la plupart du temps la mention « photo choc » avec. Lonnie a alors 35 ans, sur ses clichés elle est amaigrie, édentée, sale, elle est méconnaissable, elle est abîmée par la vie. Les Américains restent bouche bée et c'est vrai que les photos avant-après de Lonnie sont choquantes. Elles sont si choquantes qu'elles vont faire le buzz, un bien triste buzz. Chacun y va de son petit commentaire, mais Lonnie s'en moque, elle est déjà ailleurs. La rue c'est un autre monde, là-bas on est comme déconnecté du reste de la société. Alors les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent de Lonnie, ça lui passe au-dessus, c'est plus son monde, tout ça. Elle est en mode survie, focus sur ses addictions, mais les gens ne sont pas tous mauvais, loin de là. Il y en a qui vont être touchés par sa situation, ils sont nombreux d'ailleurs à être touchés par sa situation, et à tenter de lui venir en aide, que ce soit des particuliers ou des associations, et même des proches. Comme elle avait, souvenez-vous, coupé tout contact avec ses proches, et bien quand les photos d'elle sont sorties dans la presse, la plupart ont été choqués, puisque la plupart ne savaient rien de sa situation, à l'instar de son ancienne amie mannequin, Christine Rossetti. Les deux étaient amies de longue date, et elles étaient très proches, avant que Lonnie ne décide de s'éloigner volontairement d'elle. Donc elle a été profondément choquée lorsqu'elle a vu les images, attristée. Elle a immédiatement foncé à son secours. Elle est partie toute seule dans les rues de Los Angeles. Elle a réussi à la retrouver. Elle l'a hébergée dans un hôtel pour la nuit. Elle lui a donné des vêtements propres et un repas chaud. Mais après avoir discuté toute la nuit et après que Christine ait tenté de la convaincre par tous les moyens de rentrer dans une cure de désintoxication qu'elle se proposait elle-même de payer, elle lui a proposé de tout prendre à sa charge, même le après, lorsqu'elle sortira de sa cure. Sauf que Lonnie a catégoriquement refusé au motif qu'elle se méfie des centres de désintoxication. Elle a dit se sentir plus en sécurité en vivant seule dans la rue que dans n'importe lequel de ces centres. Christine dira que ce soir-là, elle pensait même être surveillée. Elle était extrêmement paranoïaque et ce n'est que le lendemain, à son réveil, qu'elle a remarqué que Lonnie était partie, qu'elle s'était enfuie dans la nuit. Elle a essayé de la retrouver, mais Lonnie semblait ne pas vouloir être retrouvée ni par elle, ni par qui que ce soit d'autre. Christine a déclaré à l'époque « Lonnie a désespérément besoin de notre aide. Elle doit être retirée de la rue et prise en charge. Cela me rend très triste, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter votre aide. Il faut d'abord que la personne veuille s'aider elle-même. » Après ça, Lonnie disparaît de la circulation. Son message est clair, elle veut qu'on la laisse tranquille, elle n'a besoin de personne. Et elle a encore moins besoin de tout ce regain d'attention soudaine. La pauvre devient vite une sorte d'attraction dans le quartier. Elle fuira toujours les curieux, sauf à de rares occasions, où elle acceptera de répondre aux questions de passants ou de journalistes. Dans une interview accordée au Sun 2 ans plus tard, en l'an 2020, elle a déclaré « Je n'ai pas de téléphone portable, j'ai de quoi manger, un endroit où dormir, je gagne de l'argent ici et là, et il y a de la nourriture dans les poubelles et près des magasins. Il y en a beaucoup ici. Je peux vivre seule, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Mais elle a aussi dit « Personne ne se soucie vraiment de moi, je ne veux pas les voir, ils ne veulent pas me voir. » Et interrogée au sujet de Jérémy, elle a dit « Je n'ai pas parlé à Jérémy, je ne veux pas parler à mes amis, je vais bien, je ne veux pas qu'on m'aide. » Voilà. Jérémy, le reste, tout ça, c'est du passé. Et justement, concernant Jérémy, lui, il s'en sort pas mal, ma foi. Enfin, pas au début. L'année qui a suivi son divorce en 2015, il s'est bagarré et a planté un mec qui lui a valu d'être condamné en 2017 à 270 jours de prison. Après quoi, il a réussi à se débarrasser de ses addictions, à rester clean. Il a toujours plus développé son entreprise Jeremy Jackson Fitness, qu'il décrit comme, je cite, un site web aidant les personnes qui luttent contre la dysmorphie corporelle, l'anxiété, la dépression, pour les aider à s'inspirer et avoir un plan d'attaque. Il a aussi déclaré « La toxicomanie et l'alcoolisme sont des maladies mentales et non une question de courage, de morale, de caractère ou de vertu. Je suis en rémission d'une maladie chronique, mortelle et évolutive dont j'étais autrefois atteint. Et oui, Dieu merci, je suis clean. » Il est désormais une figure majeure de la scène fitness de Los Angeles et il ne cesse de publier des photos de ses muscles sur sa page Instagram et il a, sachez-le, toujours refusé de répondre aux questions des journalistes concernant Lonnie et sur la façon dont sa toxicomanie a conduit à la fin de leur relation. Pendant longtemps, Jeremy Jackson, il a refusé de parler de Lonnie parce que ça l'arrangeait pas de parler d'elle. Il s'est fait donc tout petit et allez savoir. Il s'est senti pousser des ailes en octobre 2024 et dans une interview, il a enfin brisé le silence, il a déclaré « Perdre Lonnie, c'était comme mourir, et j'ai essayé de la ramener, mais en vain. La femme dont je suis tombé amoureux est partie, et celle qu'elle est aujourd'hui, mentalement, n'est plus celle que je connaissais. » Il a aussi déclaré qu'après leur séparation, il avait traversé la plus grande dépression de sa vie pendant 2 ans. Il a dit « J'ai perdu la seule femme que j'ai jamais demandé en mariage, la seule femme que j'ai jamais voulu épouser. J'ai 44 ans, je n'ai toujours demandé personne en mariage, ni voulu épouser une autre femme. C'était mon choix, le seul que j'ai jamais fait, et je l'ai perdu. » Fin de citation. Sauf que,
Sauf qu'il y en a une qui n'a pas été de cet avis. C'est Cindy Kovacs, qui n'est autre que son ex. Ulcérée par ses déclarations, qu'elle trouve complètement hypocrites et mensongères, elle est montée au créneau. Selon elle, non, Jeremy n'a jamais essayé d'aider Lonnie après leur séparation. Il n'a jamais, comme il l'a dit, essayé de la ramener, mais en vain, pas du tout. Elle a déclaré au Sun « C'est vraiment triste ce qui est arrivé à Lonnie et elle n'a jamais reçu l'aide dont elle avait besoin. Jeremy n'a strictement rien fait. Il ne lui a servi à rien. Il n'a pas bougé le petit doigt. C'était terrible et dégoûtant. » Donc en gros, Jeremy, il s'en fout. Hein. Je pense que c'est typiquement le genre de personne qui s'intéresse à vous si vous faites partie de sa vie. Mais dès lors que vous ne faites plus partie de sa vie, vous pouvez véritablement crever la gueule ouverte. Lonnie, quant à elle, est âgée aujourd'hui de 41 ans. Et c'est régulièrement que des journalistes ou d'anciens proches essayent de lui venir en aide, sans succès. Lonnie refuse. Elle semble s'accrocher à sa liberté, aussi dure soit-elle. Récemment, elle a été aperçue fouillant les poubelles près de Venice Beach, à la recherche de vêtements et de nourriture. Et sur les dernières photos, on la voit manger une pizza, trouvée dans une poubelle, et qu'elle a partagée à ce moment-là avec un écureuil. Oh, et qu'est-ce que c'est mignon! Voilà, vous savez désormais comment elle est devenue un symbole tragique des ravages que peuvent causer la maladie mentale, la solitude, les addictions. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en barre de commentaires, à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à tous à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.